Bonsoir. Alors, si vous prenez l'avion de temps en temps, il y a de fortes chances que vous ayez déjà pris un A320 ou ses variantes. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où il venait? Quelle est son histoire? Eh ben, c'est ce que je vais vous raconter. Mais pour bien comprendre, on va poser un petit peu de contexte. Tout commence avec un jeune constructeur ambitieux qui apprend tout de ses aînés. Il en a d'ailleurs beaucoup, des aînés, et qui viennent de toute l'Europe. T'as British Aircraft Corporation, chez les Anglais, t'as le groupe Messerschmitt et le groupe Fokker, chez les Allemands, qui ont fait les avions de la Seconde Guerre mondiale, les Espagnols, avec la CASA, qui regroupe la majorité des entreprises espagnoles d'aéronautique, et les Français avec Sud Aviation et Nord Aviation, qui formeront plus tard Aérospatiale, ceux derrière la Caravelle, allez voir ma vidéo sur la Caravelle d'ailleurs, ceux derrière le Concorde, en collaboration avec British Aircraft Corporation. Donc voilà, les mecs, c'est pas les derniers des blaireaux, tu vois. C'est même des gigachats de l'ingénierie. En plus de ça, ils ont une volonté de fou. Ils viennent de faire la Caravelle, ils viennent de faire le Comet, donc ils se mettent en tête d'aller foudroyer le marché, littéralement. Et en 1965, ils se réunissent pour former une entreprise qui n'est plus nationale, mais internationale, Airbus. Et les débuts sont un petit peu difficile. Le premier modèle qui sort est l'A300, un avion assez révolutionnaire pour l'époque parce que c'est le tout premier avion moyen courrier bimoteur à 2 couloirs. N'oublions pas qu'à l'époque, les avions qui ont cette configuration de couloir sont minimum trimoteurs, comme le DC-10 de Douglas ou le TriStar de Lockheed. Alors avoir 2 moteurs dans cette configuration, ça a plein d'avantages, ça demande moins d'entretien, ça consomme moins, mais quand il a fallu le vendre, les clients ils étaient un petit peu sceptiques, parce que pour l'époque, l'avion il paraissait trop gros pour avoir uniquement 2 moteurs. Ils se disent que s'il y en a un qui meurt, l'autre, est-ce que ce sera suffisant? Et pourtant, l'avion est technologiquement supérieur à énormément de concurrents, et ce grâce au Concorde, en partie. Le bel oiseau blanc était équipé de commandes hydrauliques qui seront reprises par l'A300. Ces commandes hydrauliques sont plus efficaces, plus fiables et moins chères à l'entretien que des commandes mécaniques parce qu'à l'époque, les commandes mécaniques représentaient la majorité des avions qui volaient. Et ces commandes-là, elles étaient pas folles, elles s'abîmaient vite, c'était complexe à utiliser. C'est également le premier avion civil à avoir utilisé des matériaux composites pour optimiser sa masse. Et en parlant de caractéristiques plus physiques, l'avion avait un profil d'aile adapté pour monter plus rapidement en altitude, pour consommer moins plus rapidement. D'un point de vue consommation, l'avion était vraiment amélioré par rapport à ses concurrents. Après 3 ans de fabrication, il fait son premier vol le 28 octobre 1972, soit un mois avant la date prévue. Ils ont fait comme sur la Caravelle, ils n'avaient pas le temps. Mais bref, le vol se passe super bien. Malgré le temps dégueulasse, le vol dure 1h30. Ils activent même le pilote automatique. Bernard Ziegler, un des pilotes de test de l'avion à ce moment-là, dira un vol de routine, un vol historique. C'est dire à quel point ils étaient confiants. Alors vu comme ça, l'avion c'est une révolution. C'est sûr que tout le monde en veut. Eh ben non. C'est un giga flop, personne n'en veut. Même les compagnies européennes sont assez timides. Au début, il y a une trentaine de commandes tout cumulées en Europe, ce qui est pas dingue. Et aux States, n'en parlons pas, c'est refus sur refus malgré les tournées. Donc là, Airbus, ils se chient dessus. Ils se disent, non, quand même, on va pas mourir aussi vite, c'est trop dommage. En plus, ils ont 16 avions sur les bras qui sont entreposés, qui n'ont pas trouvé preneur, c'est terrible comme situation. Et c'est là où Airbus, ils ont eu une idée de génie. C'est de louer 4 avions gratuitement à Eastern Airlines en 1977. Juste pour qu'ils comprennent par l'expérience à quel point l'avion c'est une dinguerie. Donc Eastern Airlines, ils acceptent et ils testent l'avion. Et ils en tombent immédiatement amoureux. Le PDG de cette compagnie, Frank Borman, ce turbo-chat qui a volé sur Apollo 8 d'ailleurs, trouve l'avion fiable et économique. Il est carrément convaincu par la machine. Donc ils font une commande de 23 appareils, plus 9 en option. C'est un super début aux États-Unis. C'est là que tout explose. Les compagnies se mettent à l'acheter à la chaîne et les 20 années qui suivent seront couronnées de succès. Pour vous dire, l'A300 sera produit jusqu'en 2007 dans ses dernières versions. C'est pas fou cette longévité? D'ailleurs, la version A300B4 est le premier avion de ligne bicouloir à ne plus nécessiter de mécanicien navigant. Il n'y a donc plus que 2 pilotes. Et ça, pour l'époque, c'est hyper stylé pour un avion aussi gros. C'est dire à quel point l'avion est bien conçu et bien assisté. C'est d'ailleurs cet avion qui inspirera plus tard le Boeing 767 et le Boeing 777, qui seront plus tard des succès monstrueux. C'est fou, Airbus débarque à peine sur le marché, qui révolutionne déjà l'industrie. Pour bien comprendre le succès d'Airbus, il faut un petit peu comprendre leur philosophie. Et un modèle l'explique très bien, et c'est l'A310. L'A310 est en fait un A300 modernisé qui est juste plus court, ce qui lui donne en fait cette gueule un petit peu difforme. En fait, c'est le même fuselage que l'A300, mais raccourci pour s'adapter en fait à un marché différent. Plus tard, l'A330 a la même base que l'A300, mais en plus long, pour s'adapter au marché du coup du long courrier. L'A330 arrivera un petit peu plus tard en 1992. Évidemment, il n'a plus grand chose à voir avec l'A300, il est largement plus modernisé, mais ça c'est un autre sujet. Bref, assez parlé de l'A300 et de ses successeurs, on est en 1984.
Airbus, ils se sentent ultra chauds et ils se mettent en tête de foudroyer le marché pour de bon. Mais ils sont pas encore tout à fait sûrs de quel type d'avion faire. Est-ce qu'il faut faire un moyen courrier pour concurrencer le Boeing 737, le 727 ou le DC-9, ou plutôt long courrier pour concurrencer le 747 et bientôt le Boeing 767 qui est sur point d'être produit? Ils réfléchissent donc sur deux projets qui porteraient le nom de A320. Et c'est là où il y a débat, notamment entre les Français et les Allemands. Ces derniers sont assez influencés par leur compagnie Lufthansa qui veulent un avion long courrier, avec un design d'ailleurs qu'on connaît très bien, celui de l'A340. Mais bon, ça plaît pas trop aux Français qui, eux, de leur côté, écoutent Air France, qui veulent justement un moyen courrier. Après moult discussions et une énorme pression de la part d'Air France qui dit que s'ils font la 320, ils commandent directement 25 avions plus 25 autres en option, ils tranchent. Et c'est comme ça que le design actuel sera sélectionné par Airbus. Développement, attention, soutenu par le gouvernement français. Ils y croient à mort. Mais bon, assez parlé de l'embrouille France-Allemagne, ça dure depuis des siècles, faudra peut-être s'arrêter au bout d'un moment. On va regarder un petit peu chez Airbus. Ils viennent d'ailleurs de nous pondre un petit cahier des charges. Moi je propose qu'on y jette un œil ensemble. Bonsoir, j'ai suivi l'aventure avec Sud Aviation et je travaille maintenant chez Airbus. On m'a dit d'élaborer le cahier des charges du nouvel A320. Eh ben c'est très bien. Bon, un avion de transport de passagers, ça doit transporter des passagers. Il faut donc un avion capable de transporter 140 à 170 passagers sur une distance de 4800 km. Il doit avoir des moteurs suffisamment puissants pour décoller en pesant 68 tonnes. Eh oui, ce n'est pas tout petit. Je vous apprends rien en vous disant qu'il y a eu une crise pétrolière en 1979, qui a fait bien mal au Concorde d'ailleurs. La 320 doit donc avoir une vitesse de croisière tout à fait convenable, tout en consommant moins. Actuellement, il y a le 737-300, faut bien faire mieux. Il faut qu'il consomme 5 à 10% de moins que son concurrent. Pour moins consommer, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien comme sur la 300, utiliser des matériaux composites pour réduire sa masse. Alors les ingénieurs se mettent à réfléchir à l'avion techniquement, mais également stratégiquement. Ils se disent que pour s'adapter à plus de clients, il ne faut pas juste créer un seul modèle d'avion, mais une famille d'avions. Il faut donc des avions capables de transporter différents nombres de passagers en fonction des modèles pour s'adapter aux différents clients. À terme, il faut 4 avions. La 320, évidemment, mais aussi la 318, la 319 et la 321. Chacun ayant une longueur de fuselage plus ou moins longue pour accueillir plus ou moins de passagers. Mais du coup, ça rajoute quelques petites contraintes. Il faut limiter au maximum les différences entre les avions, mis à part la longueur. Il faut donc standardiser les ailes, les moteurs, les empennages, les cockpits, et oui, même les cockpits. Comme ça, un pilote pourra passer d'une version à l'autre en à peine quelques heures de formation. Alors les seules choses qui changent un petit peu sont la puissance des moteurs, c'est normal, la 318 est moins lourd qu'un 321, mais également les appareils sustentateurs. Les flaps quoi, et ce pour les mêmes raisons, évidemment. Donc l'objectif, c'est de créer une famille en standardisant les éléments principaux de l'avion. Le cahier des charges est en poche et le développement commence. Attends, on va pas faire un nouvel avion en ajoutant 2-3 éléments technologiques. Connais-tu l'Avro Canada CF105 Aero Mark 1? Ouais, je vois, et qu'est-ce qu'il a de spécial? Eh bien, il est beau. Pas seulement à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Vachement bizarre venant de toi des mères d'avions américains. Chut, malotru! Cet avion a des commandes électriques. Eh bien, tu sais quoi, ça n'a jamais été fait avant, mais on va mettre des commandes électriques sur un avion civil. Et ce sera la 320. T'es sûr de ton idée là? Je suis toujours sûr. Allez, on va installer des commandes électriques intégrales sur l'avion. Pour tester ça, je propose de récupérer un A300 et de le modifier pour en faire une plateforme de test. On va l'appeler l'A300 Fly-by-Wire, ou voler par fil en français. Ça sonne mal. Super, ouais, bon, je peux parler du développement, s'il te plaît? Oui, fais donc, avec ton langage grossier de jeune. Super, merci, bon. Alors, le développement, comment ça se passe? Eh bah, ça se passe super bien, malgré le défi technologique énorme que représente l'avion. La plus grosse innovation, et de loin, c'est le réseau de commandes électriques, dont on vient de parler. Et il remplace en fait deux types de réseaux. Le premier type, c'est les commandes mécaniques, qui utilisent les câbles. Ça a équipé les avions jusqu'à la Caravelle. C'était bien, mais quand les avions se sont mis à grandir, les distances à parcourir entre les commandes et les ailerons étaient juste énormes. Je te laisse imaginer, essayer de piloter un 747 avec des câbles, t'imagines la force qu'il faut, c'est pas évident. Mais du coup, comment faire pour remplacer ce système de commandes mécaniques? Et bah avec le second type, les commandes hydrauliques, qui équipent justement l'A300, le Boeing 747, le Concorde et d'autres avions de l'époque. Alors, ça fonctionne bien, c'est redondé, mais le souci, c'est que déjà, c'est très lourd, mais aussi à entretenir en cas de fuite, c'est pas foufou. Du coup, pour pallier à tous ces problèmes des commandes hydrauliques, les commandes électriques ont été inventées. Elles ont deux avantages par rapport aux autres technologies. Premièrement, c'est infiniment plus léger. Un fil électrique, je vous apprends rien en vous disant que c'est moins lourd qu'une canalisation hydraulique de haute pression. Déjà ça, et puis même en termes d'entretien, un fil électrique s'abîme quasiment pas s'il est bien protégé. Ce
qui est beaucoup plus durable en termes d'usure. D'un point de vue fiabilité, en plus, si le tout est bien programmé, c'est difficile de faire mieux. Et c'est là où justement les difficultés commencent. Vu qu'il y a moins de force à mettre dans les commandes, les éléments qui permettent le contrôle de l'avion peuvent être changés. Ce ne sera plus les manches à guidon comme sur tous les avions ligne de l'époque, mais un petit manche situé à gauche du commandant de bord et à droite du copilote. Ce qui ajoute un petit temps de formation quand ton pilote monte en grade, parce que de base il pilote de la main droite, et là il faut qu'il passe à la main gauche. Mais du coup à l'époque, pour entraîner les pilotes sur cette technologie, comment on faisait? Avec des simulateurs évidemment, mais aussi des Mirage 2000, parce que eux ont des commandes électriques et un manche similaire à celui de la 320. Du coup ils mettaient les pilotes dedans et ils les entraînaient là-dessus. Ça va être vraiment super comme type d'entraînement, je suis très jaloux. Une fois que les pilotes se démerdaient bien, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont fait des tests sur un A300 modifié, ce qui leur a permis de tester un petit peu le système et d'avoir de très bonnes données, simplifiant ainsi le développement de l'A320. Alors avant qu'on me tombe dessus dans les commentaires, je précise que oui, le Concorde avait aussi des commandes électriques, mais la grosse différence avec la 320, c'est que les commandes électriques n'étaient pas intégrales sur l'avion. Mais bref, une autre innovation de la 320, c'est au niveau du cockpit. Ils ont changé la présentation des informations. Maintenant, la majorité des données sont visibles sur 6 écrans. Pour l'époque, c'est énorme de mettre autant d'écrans. Avant, c'était des cadrans. Et d'un point de vue plus structurel, l'avion a été fabriqué avec des matériaux composites. Les éléments mobiles, comme les ailerons, sont faits en fibre de carbone. Les gouvernes de profondeur et la dérive le sont aussi, avec les capots moteurs. D'autres matériaux sont utilisés dans une moindre mesure, les fibres de verre et l'aramide, celui-ci notamment pour le nez de l'avion. Parlons d'ailleurs du nez de la 320. Il a été spécialement conçu en 3D pour augmenter l'aérodynamique de vol, tout en réduisant le bruit dans le cockpit. Pour minimiser les perturbations du nez sur le radar météo que le radome protège, justement ce nez a été fait en aramide, qui est un matériau très léger, très résistant et qui ne génère pas d'interférences. D'ailleurs, je parlais de conception 3D à l'instant, et effectivement, cet avion est le premier avion ligne à avoir été créé intégralement en 3D, avec Katia de Dassault, ce qui participe grandement aux excellentes performances en vol, notamment contre le Boeing 737-300, le concurrent. Bon, chez Airbus, le développement est terminé, ils ont bien taffé, maintenant c'est le moment d'admirer le premier vol. Le premier vol a eu lieu le 22 février 1987 à Toulouse. Premier vol qui dure 3h23. Y'a rien qui vous choque là? Je sais pas, la durée peut-être? Ils ont eu bien le temps du coup de tester les commandes électriques, qui sont hyper satisfaisantes à ce qui paraît, et diront que le vol s'est passé sans anomalie et que c'est un grand succès pour une technologie aussi nouvelle. D'ailleurs, petit fact impressionnant, lors du premier vol, les compagnies croyaient tellement en l'avion qu'ils avaient déjà 150 commandes fermes et plus de 350 en option. En tout 450, c'est n'importe quoi, c'est énorme. Donc forcément, ils sont super contents, Airbus. Mais tout n'est pas tout rose dans le meilleur des mondes. Toujours à cause de ce système de commande électrique qui justement est tout nouveau, qui bug parfois, donc il faut déverminer au maximum pour être sûr que tout fonctionne parfaitement. Oui, il faut qu'il soit validé par la DGAC, par la FAA aux États-Unis, par la CAA en Angleterre. Bref, les tests dureront au total 13 mois, de février 1987 à avril 1988, où il entre en service. Et ces débuts en service se passeront bien. Oula. La boulette. C'est la boulette. Ce crash a eu lieu le 26 juin 1986, seulement 2 mois après sa mise en service. Ce qui s'est passé, c'est que l'appareil volait à une vitesse plus basse que prévu. Quand ils ont vu les arbres un peu trop tard, le pilote a remis des gaz et a tiré sur le manche. Sauf qu'à cause de la faible vitesse, l'ordinateur de bord empêche de remonter le nez de l'avion pour empêcher le décrochage, ce qui fait traîner la queue de l'avion dans les arbres. Malheureusement, 3 personnes à bord sont mortes.
Cet accident a eu un impact assez important sur la réputation de l'avion à l'époque. On pensait que l'avion n'avait pas obéi au pilote, alors que les enquêtes qui seront faites révèlent en fait une erreur humaine. Mais bon, ne nous laissons pas abattre pour autant, c'est qu'un mauvais souvenir. L'avion est vite produit et très vite il est apprécié par les pilotes et les compagnies. Et l'avion est presque victime de son succès, parce que Airbus n'a tout simplement pas les usines pour honorer les commandes en temps et en heure. Du coup ils investissent à tour de bras dans plein de sites de production qui dispatchent en Europe. Les principaux sites d'assemblage de l'avion sont à Toulouse et à Hambourg. Plus tard, il y aura des sites aux États-Unis et même en Chine. D'ailleurs, je ne veux pas en ajouter sur le sujet parce que les commentaires vont très bien le faire à ma place. Mais bref, la production se passe bien et les compagnies jouissent de plein d'innovations et de caractéristiques de l'avion. Et si on en analysait quelques-unes? Alors si vous êtes au sol, près de la 320, vous avez certainement remarqué qu'il est assez haut sur pattes. Alors pourquoi? Eh bah c'est pour les moteurs. Et c'est infiniment plus malin que ça en a l'air. Airbus pense long terme. Et ils se sont dit que c'était une bonne idée de faire des trains hauts pour laisser de la place aux moteurs. Et ils ont eu raison d'en laisser plus que nécessaire. Parce qu'ils ont conscience que les moteurs augmentent de diamètre avec le temps. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils augmentent de taille? Ça fait plus de surface, donc plus de traînée. Ça devrait pas être l'inverse. Eh ben non. En fait, la 320 est, et ce depuis le début de sa production, équipée de moteurs à double flux. Alors comment ça marche? C'est un moteur de jet, mais en deux parties. Il y a la partie centrale, qu'on va appeler le cœur, qui utilise du carburant pour générer de la poussée, mais également qui sert à entretenir la rotation du moteur. Et cette rotation permet à la soufflante à l'avant de compresser l'air pour alimenter le cœur, mais aussi d'envoyer de l'air autour du cœur, ce qui génère une poussée supplémentaire sans consommer de carburant. Ces deux flux d'air se retrouvent expulsés à la fin, ce qui génère une très grande poussée. Tout ça augmente le rendement du moteur. Le rendement, c'est le rapport entre le carburant consommé et la puissance générée. Plus tu génères de puissance avec une même quantité de carburant, plus ton rendement sera élevé. Et ce rendement est largement supérieur au moteur, par exemple du Boeing 737-200, les JT8D, où l'air passe uniquement dans le cœur du moteur. Il consomme donc plus parce que tout l'air qui passe est brûlé. Ça demande plus de carburant pour une poussée équivalente. Alors petit fact sur Boeing qui n'a pas vu cette évolution venir et qui s'est retrouvé avec un 737 beaucoup trop bas sur ses trains et qui est maintenant obligé d'aplatir ses moteurs pour éviter que ça touche la piste. Et c'est même bien plus grave que ça parce que ça mènera à 2 crashs du Boeing 737 MAX liés à des défauts de centrage générés par la position avant et haute du moteur pour justement pallier aux problèmes de train. Mais bon, ça mérite une vidéo entière, c'est pas le sujet. Continuons sur les moteurs de la 320 et même des avions de ligne en général. Vous avez remarqué cet angle par rapport à la verticale? Et bah pourquoi il est là? Vous allez voir, c'est tout con, mais quand un avion vole, il n'est pas parfaitement parallèle au sol. Il y a un petit angle d'environ 5-6 degrés. Et bien cet angle correspond à celui des moteurs. Et justement, ça permet au moteur de mieux aspirer l'air qui vient directement en face de lui. Bon, et une fois que l'air est passé dans le moteur, qu'il est chauffé et qu'il génère de la poussée en sortant, et bah à plein gaz, lors du décollage, cet air est expédié très très loin. À pleine puissance, la 320 peut projeter de l'air à 450 mètres de lui, c'est énorme. À pleine puissance, évidemment, la 320 décolle. Parlons un petit peu des ailes de la 320, qui ont quelques particularités qui vont devenir la norme dans les années qui suivent. Déjà, elles ont un profil dit super critique. Alors qu'est-ce que c'est? Pour bien comprendre, il faut commencer par le profil dit conventionnel. C'est celui qui est décrit par Jamy quand il explique comment voler un avion. Sauf que nous, on va aller un petit peu plus loin. En fait, la 320 est destinée à voler proche de la vitesse du son, aux alentours de Mach 0,82 au maximum. Sur un profil conventionnel, à ces vitesses-là, le flux qui passe au-dessus de l'aile devient supersonique, vu qu'il est décompressé. N'oubliez pas que Bernoulli nous dit que la vitesse du fluide augmente lorsque la pression diminue. Et à l'arrière de cette zone de flux supersonique est générée une onde de choc puissante qui décolle l'air de l'aile, ce qui engendre une traînée importante, de la surconsommation, bref, c'est pas ce qu'on veut. Le profil supercritique du coup a une forme un petit peu différente. Au lieu d'être bombé sur le dessus, il reste relativement plat. Le fait que l'extrado soit plat permet au flux supersonique de parcourir plus de distance en arrivant quasiment à la fin de l'aile. Et comme il y a moins de distance entre le haut du flux et l'extrado, la puissance de l'onde de choc est drastiquement réduite, ce qui limite les perturbations. Dites-vous que ce profil d'aile permet à l'avion de voler plus vite tout en consommant moins, vu que les ondes de choc sont affaiblies. Le profil a été développé dans les années 60. Il a été étudié sur un F8 Crusader modifié, qui je trouve d'ailleurs est super beau, vraiment il a une gueule incroyable. Ça change de celui de série qui a une tête vraiment affreuse. Si on va au niveau des bouts d'ailes, un autre phénomène se produit, et ce sont les vortex.
Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des tourbillons qui se forment à cause de la différence de pression entre l'intrado et l'extrado. Le bout d'aile étant plat et l'air voulant absolument aller vers la dépression, les tourbillons se forment pour faire ce transfert. Le problème avec ces vortex, c'est qu'ils génèrent beaucoup de traînées. Pour réduire l'ampleur du phénomène, les ingénieurs ont mis des winglets au bout des ailes, qui agissent comme des barrières qui justement empêchent ce transfert d'avoir lieu. Cette solution a été inspirée des oiseaux qui planent et qui relèvent leur bout d'aile pour maximiser les performances. Dans l'aviation, ce sera réfléchi après le choc pétrolier 1976 parce que ça permet de réduire la consommation de 5 à 6%. Une fois le vol terminé, l'A320 se pose. Et pour freiner, rien de mieux que des freins, des aérofreins, mais aussi des inverseurs de poussée. Alors j'en ai parlé dans la vidéo sur la Caravelle, mais pour le coup là ils sont présents. Comme leur nom l'indique, ils inversent la poussée de l'avion, aidant ainsi à freiner plus rapidement. La famille A320 aura un succès absolument titanesque. Si vous regardez ce graphique, c'est plus de 100 avions produits par an depuis 30 ans, et de nos jours, il y en a quasiment 2 qui sortent chaque jour en moyenne. C'est complètement dingue. Actuellement, on est aux alentours des 12 700 avions sortis d'usine, contre 12 260 737. Boeing vient de se faire dépasser alors qu'ils ont commencé 20 ans avant. D'ailleurs, petit fun fact, en janvier 1995, Airbus a célébré sa 500e livraison d'A320. C'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un appareil civil européen avait atteint un tel succès. De nos jours, la famille A320 est produite dans une nouvelle version, les Neo, plus modernes, composés de plus de matériaux composites. Ils portent plus loin, font moins de bruit et consomment 15 à 20% de moins que leurs grands frères. C'est dingue le progrès qui a été fait entre temps. Il y a aussi les versions LR pour long range et XLR pour extra long range, qui sont aujourd'hui capables de parcourir plus de 8500 km. Donc la transatlantique, c'est carrément facile. Et justement, ça rapproche New York par exemple de Nantes ou des petites villes, ce qui rend les grandes destinations du coup plus accessibles. La famille A320 est si efficace qu'Airbus est timide sur le sujet de son remplaçant. Ils savent pas encore vraiment comment le remplacer, donc il faut patienter. Mais ça ne nous empêche pas de rêver. L'A320, bien que ce soit l'avion le plus standard qu'on puisse imaginer, a permis à Airbus de devenir ce qu'il est aujourd'hui, le leader mondial de la production d'avions civils. Il a tout appris à ses successeurs, surtout les commandes de vol électriques qui seront installées dans tous les avions, même chez Boeing. L'A330, l'A340, l'A380 au géant des airs et plus tard l'A350 lui doivent tout. Ce qui semblait être une évolution à première vue, a en fait été une révolution. Il a changé à lui seul toute une industrie, en quête d'un vol plus efficace, moderne et sécurisé. Et ça, peu d'avions l'ont fait. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, tout ça, la petite chanson, encore une fois vous connaissez. J'ai remarqué qu'il n'y avait quasiment aucun documentaire de ce format-là sur l'avion. Alors je veux bien que le sujet soit pas le plus intéressant au monde, mais quand même il y a des choses à dire. Alors là je traite beaucoup d'avions de ligne, enfin les 2 dernières vidéos quoi, mais je vais revenir un petit peu sur les avions militaires, vous en faites pas. Je vais faire un petit peu les deux, il faut alterner. C'est 2 sujets extrêmement intéressants qui méritent vraiment leur vidéo, donc vous en faites pas de panique. Et normalement je reviens dans 2 semaines avec une vidéo sur un avion assez spécial. Une excellence industrielle entachée aujourd'hui par le scandale des moteurs 1 litre de PureTech. Dégradation de la courroie, surconsommation d'huile jusqu'à 1,5 litre tous les 3000 km. À 145 000, le moteur lâche.